Je m'appelle Nina Ramen. En 3 ans, j'ai emmené mon entreprise de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ce que je pensais être difficile sur ce chemin, c'est vendre mon produit, manager des équipes et apprendre la finance. En réalité, ce qui a été difficile, c'est la solitude. Parce que quand on est dirigeante, plus on monte et moins on a le droit de montrer ses doutes. On a une équipe qui compte sur nous, on a des clients à servir et on a des fournisseurs avec qui négocier. Et les seuls endroits que j'ai trouvés où il y avait des personnes comme moi, c'était des boys clubs. Des lieux où il y avait que des hommes qui venaient m'expliquer mon propre travail et qui comprenaient absolument rien à ce que je vivais. Alors depuis 1 an, chaque mois, j'organise des dîners d'entrepreneuses. Je sélectionne 2 entrepreneuses de haut niveau qui viennent chacune avec une problématique. Et pendant une soirée, on s'aide les unes et les autres sur nos business. C'est ce qui m'a permis de prendre les meilleures décisions pour mon business. Alors ce podcast n'est qu'un prétexte pour avoir encore plus de ces conversations. C'est un endroit vulnérable, authentique, où on apprend. Parce qu'on est à la fois des patronnes, des dirigeantes de nos vies professionnelles, mais aussi de nos vies domestiques, et que parfois, on a envie de s'allonger sur le divan. Bienvenue dans le divan des patronnes. Jasmine est designer de mode. Elle est spécialisée dans les tissus éthiques. Elle voyage à travers le monde pour trouver les meilleures matières premières. Aujourd'hui, elle est à Bangkok, en plein marché textile. Elle tombe sur une soie artisanale parfaite pour sa prochaine collection. Elle discute avec l'artisan, négocie le prix et sort sa carte bancaire. Paiement accepté, 0 frais et 0 stress, grâce à sa carte Hello Bank Pro. Avant, c'était une autre histoire. Pour Jasmine, chaque achat à l'étranger venait avec son lot de mauvaises surprises. Frais bancaires, paiements exorbitants, moins de marge et des calculs incessants pour rester rentable. À chaque paiement, elle redoutait la note finale. C'est pour ça que cette saison est soutenue par Hello Bank Pro. Cette banque te permet de payer partout dans le monde sans frais. Et ainsi, de pouvoir consacrer ton énergie à ton business, à ta créativité et pas aux frais bancaires. Une mère, on n'en a qu'une, et c'est ce qu'on nous répète depuis l'enfance. Et dans cette petite phrase anodine, il y a en réalité toute une architecture sociale et un poids symbolique. Une injonction, celle de ne jamais remettre en cause le lien avec sa mère. Pourtant, si on regarde autour de nous, combien de femmes entretiennent avec leur mère des relations fluides, simples, apaisées? Très peu. Il y a souvent des tensions, des conflits, des non-dits, parfois même du chantage affectif, de l'épuisement émotionnel, d'être la bonne fille. Et tout ça sans jamais pouvoir vraiment s'en défaire ou traiter le problème, comme si, déjà, rien que de nommer ce problème était une trahison. Parce qu'on n'a pas le droit de se plaindre de sa mère, parce qu'une fille bien ne remet pas en question celle qui lui a tout donné. On peut parler d'un père absent, parfois d'un père violent. C'est légitime et presque banal. Mais une mère, la société nous apprend à protéger ce lien à tout prix, même quand il fait mal. Bah oui, fais un effort, c'est ta mère. Moi, ma mère, c'était ma seule famille. Celle que j'appelais tous les jours ma confidente, mon socle. Et en même temps, cette relation portait son lot de blessures. Et cette impression que je pourrais jamais m'en extraire sans la trahir ou me briser était insurmontable. Pourtant, en 2024, j'ai mis de la distance avec la personne que j'aimais le plus au monde, et que j'aime d'ailleurs toujours le plus au monde avec mon fils. Mais c'est là que j'ai lu un livre qui m'a bouleversée. Et si c'était votre mère, le problème, de Clémence Biel. Ce livre m'a donné le droit. Le droit de dire ça va pas, le droit de poser des mots, le droit de poser des limites, sans culpabilité. Et surtout, le droit de ne plus croire que tout est de ma faute. Dans son livre, Et si c'était votre mère, le problème, Clémence Biel décortique avec une clarté implacable ce que nous sommes tant à vivre. Elle y met en lumière des violences discrètes, banalisées, qui n'ont jamais de nom, des humiliations, des comparaisons, des dévalorisations. Tout ce qui, à force de s'accumuler, construit une petite fille qui doute d'elle-même. Clémence ne cherche pas à accuser les mères, mais à rendre visible ce qui se transmet malgré elles, la honte, l'effacement et parfois la loyauté. Elle montre comment ces schémas se fabriquent dans un contexte patriarcal où les femmes, y compris les mères, sont elles-mêmes blessées, contraintes, empêchées, et où la fille devient souvent le réceptacle de cette douleur. Clémence est thérapeute formée en psychologie intégrative. Elle accompagne depuis des années des femmes qui cherchent à sortir de la confusion, à comprendre ce qu'elles ont vécu et à se reconstruire. Clémence, ce que tu proposes, c'est une émancipation lucide, progressive, respectueuse, mais ferme. Dans cet épisode, tu vas nous aider à comprendre ce lien si particulier de cette relation mère-fille, non pas avec culpabilité, mais avec courage, pour comprendre comment on peut aimer sa mère tout en refusant de continuer à se perdre dans ce lien. Clémence, merci d'être sur le divan des patronnes, merci d'être là. Je suis ravie de t'accueillir pour parler de ce sujet qui me tient énormément à cœur, comme tu as pu l'entendre. Ah mais let's go, là, j'ai adoré cette intro, incroyable. Je suis très contente d'être là et merci de donner de la visibilité à ce message.
c'est génial. Ouais, je pense vraiment qu'on a tout intérêt à réfléchir en tout cas à cette relation à la fois en tant que fille, mais aussi en tant que mère, parce que parmi celles qui nous écoutent, il y en a qui sont mères également. Et justement, on attaque dans le vif du sujet. Comment est-ce que tu expliques que la relation mère-fille soit encore aujourd'hui si peu questionnée? J'en parlais au début de l'intro. Pourquoi est-ce qu'on sacralise, tu vois, ce lien avec la mère et c'est ta mère? Et si tu questionnes juste le fait, simplement ce lien, c'est presque un tabou. À ton avis, c'est un pourquoi blasphème. Ouais, c'est un blasphème, exactement. Comme tu dis, il y a un tabou, et le tabou, c'est beaucoup à cause des attentes de la société autour du rôle de la femme globalement. Il y a vraiment cette idée que, en tant que femme, on nous a appris que c'est à nous de préserver nos relations à tout prix, et que quand quelque chose ne va pas dans une relation, en tout cas par rapport au monde extérieur, il faut vraiment sauver les apparences, garder le silence. Et la preuve, c'est quand on est une mère, on a très peur d'avoir l'étiquette mauvaise mère, et quand on est une fille, on a hyper peur d'avoir l'étiquette fille ingrate ou mauvaise fille. Donc ça joue énormément, ça nous enlève beaucoup de liberté pour nous exprimer. Et puis comme tu disais, c'est vraiment la figure maternelle, elle est sacralisée. Ce qui est assez intéressant parce qu'elle est glorifiée, en même temps elle est complètement abandonnée dans notre société. Et en fait, ce qui est vraiment sacralisé, c'est surtout la posture sacrificielle de la mère. Donc, du coup, en tant qu'enfant, on est censé en parler que avec de la gratitude. Qu'est-ce que tu appelles la posture sacrificielle de la mère? Ce qui est... En fait, il y a un peu un arrangement tacite dans notre société où les mères se sacrifient pour les filles et les filles remboursent leurs dettes éternellement. Elles doivent être reconnaissantes et surtout pas mouffetées. Et ça, c'est un peu une façon bien pratique, un petit deal du patriarcat pour que les mères continuent à tout prendre sur leurs épaules et qu'il n'y ait pas de remise en question de la société sur comment est-ce qu'on peut apporter plus de reconnaissance financière, sociale, logistique, émotionnelle à un rôle qui est aussi crucial pour la société. Et l'autre raison pour laquelle on a du mal à la remettre en question, c'est pour le coup plus psychologique, quoi. C'est qu'en fait, c'est une relation qui est très liée à la sécurité, l'appartenance, l'amour en tant qu'enfant, l'amour inconditionnel pour notre maman. Comme tu disais, c'est souvent une des personnes, en tout cas la personne qu'on a aimée le plus au monde pendant de très longues années. Et on a toujours ce sentiment d'appartenance au clan, même si c'est une famille dysfonctionnelle, c'est quand même la famille, c'est quand même le clan. Et du coup, aller bousculer cette relation, c'est hyper insécurisant et culpabilisant à cause de tout le contexte sociétal. Ouais. Et justement, quand les femmes viennent te voir, te parler ou que tu les accompagnes, quels sont les symptômes de cette relation quand elle est dysfonctionnelle chez une fille? À quoi ça ressemble une fille qui a une relation difficile, douloureuse avec sa mère? Déjà, c'est souvent un sentiment persistant de culpabilité, le sentiment d'être redevable, donc il n'y a pas le choix. Le côté, c'est mon job de fille de faire avec, d'accepter les comportements de ma mère. C'est mon job, c'est comme ça, il n'y a pas à discuter, quoi. C'est souvent aussi... ce qui est intéressant, c'est que généralement, tu peux te sentir à la fois étouffée parce que tu portes la relation comme un fardeau, parce qu'il y a des attentes qui sont sur tes épaules que tu ressens, même si elles ne sont pas dites explicitement. Et à la fois, tu peux te sentir abandonnée parce que ça reste du coup un amour que tu reçois de manière conditionnelle, parce que c'est « je t'aime si tu fais ce que j'attends de toi ». Et du coup, tu as quand même un sentiment de vide que beaucoup de femmes vont essayer de combler avec des stratégies soit de fuite, soit de dépendance. Donc je dirais que c'est ça, mais surtout la culpabilité et le sentiment que tu peux pas, si t'es toi-même, la relation elle est foutue, quoi. Ah, c'est intéressant. Elle fonctionnera pas, quoi. C'est-à-dire qu'elles se disent si je dis à ma mère que j'ai besoin de limites peut-être ou que je ne peux pas faire ça, alors la relation se brisera, c'est ça? Ouais, je fous en l'air tout un mode de fonctionnement qui est bien rodé depuis des années. Ouais, c'est ça. C'est cette culpabilité, elle s'exprime au quotidien. Ça peut être quoi, par exemple, concrètement? Qu'est-ce que tu as vu d'attitude ou de réflexion ou de pensée où tu te dis waouh, mais là c'est la culpabilité qui s'exprime? Oh là là. En fait, c'est que tu te sens mal quand tu réponds pas tout de suite à un message, tu te sens mal si tu vas pas tous les dimanches.
Tu te sens mal dès que tu prends des décisions un peu qui seraient pas celles de ta mère, tu as besoin de vachement les justifier ou de les cacher. Tu as toujours cette peur d'être une mauvaise fille, une fille ingrate. Tu te sens mal quand tu es heureuse parce que tu as l'impression peut-être que tu vas délaisser ta mère. Tu te sens mal quand tu prends ton indépendance, que tu as l'impression de l'abandonner. Tu te sens mal si tu réussis là où elle a échoué ou là où si tu réussis mieux qu'elle dans certains domaines. Donc en fait, dans tous les pans de ton existence, il y a cette culpabilité qui est sur tes épaules, quoi. Est-ce que ça peut aller jusqu'à l'auto-sabotage? Est-ce que tu penses que quand on a en fait cette culpabilité de s'émanciper de sa condition et ou du rôle de gentille fille, finalement quelque part on peut faire le choix de se dire ah bah je vais pas aller dans cette direction juste entre guillemets par peur du regard de ma mère et notamment dans des domaines professionnels pour le coup. Ouais. Bah, en général, c'est inconscient. Ouais. Mais c'est hyper présent. Enfin, il y a plein de choses où on se dit, enfin, on se donne des excuses, on se dit non, je vais pas y aller, ou je vais pas oser, ou on verra pour plus tard. Et on sait pas trop d'où ça vient. On se dit juste qu'on est un petit peu peut-être effrayé de sortir du familier. Mais très, très souvent, ça vient d'attentes qui ont été inscrites en nous depuis qu'on est petite. On est imprégné de ça. Et au fond, on sait que si on prend certains chemins, en tout cas, on a la sensation que ça va nous distancier de notre mère, et comme notre mère, c'est un peu notre ligne de vie, on a gardé cet instinct du bébé qui pense qu'il va mourir sans sa mère. C'est clair. On a besoin de rester en lien et donc de rester dans les attentes qui pèsent sur nous. Ouais, quand elle vient de te voir ou quand elle s'abonne à toi, donc tu as un compte qui s'appelle Become Your Own Mama, un compte Instagram que je recommande vraiment chaudement parce que tu y partages plein de petits contenus. Tu avais fait même un post par jour pendant 30 jours pour se libérer un peu de tout ce conditionnement-là. On mettra le lien en description. Quand les femmes commencent à s'intéresser à ce sujet, elles viennent avec quelle problématique? Est-ce qu'il y a un moment où ça se déclenche en elles? Tu vois, une prise de conscience de OK, cette relation est dysfonctionnelle. Parce que parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a plein qui vont se dire mais attends, moi j'ai aucun problème avec ma mère. Tu vois. Et donc, c'est quoi le switch où finalement on arrive à se dire ah oui, en fait là il y a un problème dans cette relation, ou là il y a quelque chose de dysfonctionnel. Il y a 2 switches que je vois beaucoup, c'est quand on galère dans les relations amoureuses, qu'on est en mode « Ok, c'est marrant, mais j'ai l'impression que j'ai pas trop les bonnes capacités relationnelles, j'ai pas trop les bonnes capacités émotionnelles, je sais pas réguler mes émotions, j'ai des émotions disproportionnées, j'arrive pas à être moi-même, à être authentique dans une relation. » D'où ça vient? Et là, tu commences à creuser tes blessures d'enfance. En général, en tout cas pour les hétéros, elles vont aller beaucoup regarder le père. Ah ben, c'est mon père qui a un peu conditionné ma relation aux hommes. Et c'est en partie le cas, mais du côté de la relation avec la mère, il y a aussi énormément de choses. Et puis la deuxième étape, c'est souvent la maternité. Parce que c'est le moment où ta petite fille intérieure, elle est déclenchée le plus. C'est le moment où tu es le plus... souvent, c'est le moment où c'est une épreuve où tu es le plus à fleur de peau. Et donc, j'ai beaucoup de jeunes mamans. Déjà, j'ai beaucoup de femmes enceintes de leur premier enfant qui commencent à faire des cauchemars où il y a des choses qui ressurgissent à ce moment-là. Et après, j'ai plein de mamans qui ont des enfants en bas âge et qui sont dans cette période hyper intense émotionnellement et qui se disent « Ah, mais j'ai des réactions que je comprends pas, je sens qu'il y a une colère en moi, il y a un truc qui veut sortir. » Je dis oh, « C'est juste ta petite fille intérieure, t'inquiète pas, c'est pas un monstre. » Elle est toute chou, mais en fait, elle n'a pas été écoutée ou aimée comme elle aurait voulu par sa mère, et maintenant que c'est ton job à toi de t'occuper d'elle, elle se sent toujours pas écoutée, et elle est toujours blessée, et en fait, dès qu'elle est déclenchée, elle toque à la porte et c'est le chaos, quoi. Ok. Et quel lien, toi, tu fais en psychologie, dans ton métier, entre, on va rester sur le tableau des relations amoureuses, par exemple, entre une relation avec sa mère et la relation qu'on va pouvoir avoir, les relations, même pas forcément amoureuses en fait, mais notamment amoureuses. Quel lien il peut y avoir entre la relation qu'on a eue avec sa mère et les fonctionnements de nos relations amoureuses? Déjà, beaucoup l'estime de soi, parce que quand ta maman, elle t'a appris que ce fameux message « je t'aime seulement quand tu fais ce que j'attends de toi », il y a ce côté où en fait on apprend à être aimé en jouant un rôle, en portant un masque. On apprend à faire passer les besoins des autres avant les nôtres, et ça commence en général par les besoins de notre mère. Et du coup, dans la relation, on n'est pas du tout authentique, on essaye juste d'être aimé, d'être indispensable. On va peut-être prendre le rôle de la sauveuse, par exemple. Si on a grandi avec une maman victime, on va peut-être rejouer ça. Selon le lien d'attachement qu'on a avec notre maman, on a
plus ou moins les outils pour relationner avec les gens. Est-ce qu'on sait poser des limites? Est-ce qu'on sait exprimer nos besoins, nos émotions, les identifier? Tout ça, c'est des capacités relationnelles. Si on les a pas vues, c'est-à-dire vu notre mère les avoir avec notre père ou avec ses amis ou ses relations, et si on n'a pas vu notre mère les avoir avec nous, y a pas trop, c'est difficile de les apprendre, quoi. C'est notre première histoire d'amour, donc c'est vraiment l'histoire d'amour qui va influencer toutes nos relations futures. Ouais, tu as parlé de typologie de liens d'attachement. Ouais. C'est quoi un petit peu les différentes typologies de liens d'attachement qu'on peut avoir ou pas? Ouais. Et quelles sont les conséquences, en fait, de ces différentes typologies de liens d'attachement sur la personne qu'on va devenir, sur notre capacité à poser des limites, finalement? Ouais. Tu as l'attachement anxieux ambivalent. Ouais. Donc là, en général, tu deviens un adulte qui a peur de l'abandon. Donc, tu vas être hyper sensible à tous les moindres signaux que ton partenaire ou ton crush, ou quelqu'un que tu apprécies et que tu veux dans ta vie absolument, tous les signaux qui pourraient te faire croire que la personne se désintéresse de toi. Donc, tu vas avoir des réactions en général disproportionnées pour des broutilles, et du coup, ça va créer l'abandon. Enfin, c'est vraiment le côté, tu as une pensée négative parce que tu as cette croyance profonde que tu vas être abandonné. Donc, ça crée des émotions négatives, ça crée des comportements négatifs, et c'est la boucle. Et en fait, ça vient valider ta croyance. Ah bah oui, je savais que j'allais être abandonnée. Tu as l'attachement évitant. Donc là, c'est le contraire. C'est ta peur de la proximité. Souvent parce que tu as appris dans l'enfance, tu t'es attaché à quelqu'un et tu as été rejeté par cette personne, et donc tu as plutôt pris la stratégie de survie qui est je m'approche pas trop près parce que c'est trop dangereux. Ce qui est marrant, c'est que ces deux profils s'attirent, et l'un a besoin de distance, l'autre a besoin de proximité, et en fait ils sont incapables de répondre aux besoins émotionnels l'un de l'autre, mais du coup c'est hyper familier puisqu'on n'a jamais répondu à leurs besoins émotionnels quand ils étaient enfants. Et après, tu as l'attachement désorganisé, où en général, c'est quelqu'un qui a grandi avec une figure d'attachement qui était assez imprévisible, et du coup qui a un grand sentiment d'insécurité parce que elle a appris que les relations sont précaires et que ça pouvait être à la fois une source de sécurité, à la fois une source de menace, et du coup elle va avoir des stratégies un peu contradictoires, à la fois évitantes, à la fois anxieuses. C'est la fameuse théorie de l'attachement, mais elle est hyper intéressante parce que derrière, ça conditionne notre manière de nous attacher, et surtout, est-ce que c'est ça aussi qui conditionne la manière dont on va poser ses limites, ou ça n'a rien à voir? Si, complètement, parce que en fait, pour poser tes limites, il faut que tu sois capable d'identifier tes émotions et tes besoins déjà. Parfois, tu sais même pas ce que tu ressens parce qu'on t'a pas appris à accueillir tes émotions. On t'a jamais dit qu'en fait, avoir besoin d'espace, avoir besoin d'écoute, avoir besoin de validation émotionnelle, c'était des besoins légitimes, donc tu sais même pas que c'est des besoins. Et du coup, tant que tu sais pas tout ça, tu peux pas poser une limite parce que tu saurais même pas laquelle poser. Et si tu savais laquelle poser, tu te dirais que c'est pas légitime parce que c'est les besoins des autres avant les tiens, donc... Oui, c'est clair. C'est clair. Oui, c'est ça. En fait, pour pouvoir poser ses limites, encore faut-il pouvoir verbaliser ses propres limites. Et moi, c'est ce que je vois beaucoup, alors dans un domaine totalement différent, mais plutôt le domaine professionnel, la difficulté que peuvent avoir mes clientes à poser leurs limites avec leurs propres clients, pour le coup, je me fais bouffer dans ma relation avec mon client ou ma cliente, je me fais bouffer au travail, j'arrive pas, du coup, je suis toujours dans l'overgive, dans le fait de trop donner. Et tu vois, c'est intéressant parce que le chemin qu'on fait souvent, c'est mais de quoi tu as besoin, et où est la limite, et tu vois, comme on s'est jamais autorisé, et c'est ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est comme tu ne t'es jamais autorisé quand tu étais petite à exprimer un besoin, aujourd'hui c'est difficile de définir une limite puisqu'une limite est définie par rapport à un besoin. Donc si tu connais tes besoins, tu connais tes limites, mais si tu connais pas tes besoins, tu connais pas tes limites, et du coup tu n'es pas capable de ne pas faire en sorte que les gens les dépassent, en fait, puisque tu ne les connais pas toi-même. Ouais. Ok. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça qu'une fois que tu as posé des limites à ta mère, mais tu peux poser des limites au monde entier, déjà. Mais ça, c'est un truc de fou. Du coup, j'en profite pour te présenter le pot de la vulnérabilité. Ah, c'était ça? Oui. C'est que je leur demandais si c'était des fraises Tagada? Non, parce que justement, je vais livrer une vulnérabilité. Tu as le choix de prendre des balles dans ce pot, donc tu peux en prendre une si ce que tu livres est un peu vulnérable, ou tu peux en prendre 5 si jamais tu livres quelque chose d'incroyable que tu n'as jamais dit ou tu te sens très vulnérable. Ok. Et
Et donc, l'engagement que je prends, c'est qu'à chaque fois que toi, tu mets une balle, et ben, j'en remets une de mon côté. Tu verras, je le fais de manière spontanée. J'ai renversé mon café hier, par exemple, c'est une balle. J'ai failli, je sais pas moi, fermer ma boîte. Ça peut être, tu mets tout le pot, quoi. Voilà, donc tu peux choisir. C'est le jeu du divan, puisqu'on est Très bien vu sur ça. le divan aussi. Et J'adore. on encourage beaucoup le fait que les personnes, enfin les femmes notamment, puissent aussi partager, pas toujours être dans l'idée de la patronne, tu sais, qui va être tout hyper, presque pareil, pas du tout livrer ses peurs, ses craintes. Or, c'est aussi Ouais, quand dans on la parle représentation. exactement dans la représentation. Donc, c'est ce qu'on essaie d'encourager sur le divan. J'adore. Et du coup, je vais mettre 2 balles de vulnérabilité parce que je vais justement parler de cette relation avec ma mère et au travers de ton livre, la capacité et la remise en question que j'ai pu avoir et la réussite à poser des limites. Et c'est marrant parce que quand tu arrives à poser des limites avec ta mère, mais en fait, le reste du monde, Ah ouais. c'est easy derrière. Parce que ta mère, tu te dis, mais attends, je peux faire ça avec ma mère et je peux pas faire ça avec le client là qui me fait chier. Ah non, C'est mais clair. en fait, laisse tomber, le mec, je vais lui envoyer un message et ça va être fini, quoi. Et je trouve que quand tu as réussi à reclarifier des limites et des besoins dans cette relation, toutes les autres sont Ouais. si faciles après. Ouais. Justement, quelles sont les premières choses que tu invites les femmes à faire quand elles réalisent que leur mère et ou la relation avec leur mère les fait souffrir? C'est quoi le début de ce parcours? Déjà, ça allait beaucoup plus loin dans les prises de conscience. Parce que tu as une première prise de conscience un peu en mode « Ah, c'est vrai que c'est une source de stress, cette relation, et que c'est un fardeau à porter. » Mais en fait, derrière, il y a plein de prises de conscience à avoir. Enfin, un peu faire une carte, tu vois, de à quel point cette relation, elle a impacté la femme que tu es devenue et la vie que tu mènes actuellement. Parce que non seulement c'est prendre conscience des dynamiques toxiques dans ta relation au quotidien que tu vis encore actuellement en tant qu'adulte, qu'on a normalisé dans notre société, donc c'est pas toujours facile de s'en rendre compte. Et c'est aussi se rendre compte de tous les schémas limitants que tu as hérités de ta maman. Donc les fausses croyances, les peurs, les fardeaux émotionnels, les comportements automatiques d'auto-sabotage. Tout ça, en fait, tu vois, j'ai des femmes de 60 ans qui font le programme Become Your Own Mama et ou des femmes qui ont perdu leur maman depuis des années, mais qui sont encore matrixées, enfin, qui entendent encore la voix de leur mère dans leur tête et qui ont encore besoin de travailler tout ça. Et donc là, il y a vraiment des gros niveaux de prise de conscience les uns après les autres. Donc, aller deep là-dedans. La première étape, c'est peut-être de noter les situations où tu sens que tu dépasses tes limites. C'est ça quand tu disais au début, Ouais. peut-être? Ouais, je pense que déjà, c'est déjà se focaliser sur le fait de sortir des dynamiques toxiques du quotidien si t'es encore enchevêtré dedans. Donc ouais, c'est se dire, ok, c'est quoi toutes les situations qui m'apportent du stress ou de l'inconfort, ou où je me sens obligée, où je me dis non mais c'est mon job, je fais avec. Noter tout ça et comprendre derrière c'est quoi le besoin qui n'est pas respecté. Ça, c'est déjà énorme, de Ouais. s'autoriser à noter et c'est assez difficile, je trouve et d'ailleurs, c'est un des exercices que tu fais faire, Ouais, dans le livre. exactement dans le livre, qui est en fait, une suite d'exercices et le simple fait d'arriver à identifier: «Ah bah oui, mais là, tu vois, j'étais pas confortable» parce que tu as tellement l'habitude, je trouve, de dépasser cet inconfort pour, heu heu, pour donner le change quelque part, Ouais, que finalement cet inconfort, tu finis par le minimiser pour toi et complètement. donc à partir du moment où tu dois identifier ces moments-là, je trouve que c'est pas si simple que ça parce que tu as trop l'habitude de les Oui, de les normaliser, ouais, de les enfin, normaliser, tu les exactement. refoules, tu les Ouais ravales. et tu vois, a posteriori, exemple, j'ai un appel de ma mère, je sais pas, je raccroche, je sais pas, je me sens pas très bien, mais je vais passer à autre chose et l'exercice que toi t'invites à faire, c'est non, en fait, ne passe pas à autre chose, Ouais. note-le, juste OK et bah là, ça m'a procuré une émotion négative sans que ce soit, allez, le drame de ta vie, mais OK, Ouais. je note et je note l'inconfort et ça, je trouve que ça aide aussi à prendre conscience de toutes les fois où on vit et on se dit: «Non mais t'inquiète, c'est bon, je fous Ouais. ça sous le tapis, quoi». Ouais, parce qu'en fait, on se rend pas compte que c'est pas censé être une relation qui nous prend toute notre énergie. Déjà, c'est censé être une relation qui nous donne de l'énergie. Mais rien que ça, demandez-vous, est-ce que cette relation, elle vous donne ou elle vous prend de l'énergie? Déjà, vous aurez un peu quelques indices. Est-ce que c'est un espace qui est sûr, réconfortant, encourageant, enfin vraiment qui te pousse vers le haut, ou est-ce que c'est un espace qui te limite, où tu te fais plus petite? Toutes ces questions, en fait, on se dit, mais non, mais c'est quand on est habitué à cette relation depuis l'enfance et qu'on voit de loin que ça se passe peut-être différemment ailleurs, mais c'est tellement de loin qu'on oublie en fait que non, c'est pas censé être un fardeau en fait. Ouais, c'est clair. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Justement, dans les différentes typologies, de caractère ou de mère,
de situations. Ouais. Qu'est-ce que tu as identifié, toi, comme tu parlais de la maman victime tout à l'heure, celle de laquelle on doit devenir la mère, quoi, presque. C'est quoi les grands schémas qui peuvent exister dans ces relations mère-fille pour qu'on aide celles qui nous écoutent peut-être à entendre dans quelle situation elle pourrait peut-être se reconnaître, parce que je pense que c'est tellement tabou que c'est parfois même dur de s'y reconnaître. Donc, tu as parlé de la maman victime. Est-ce qu'il y a d'autres archétypes comme ça que tu peux nous partager? Donc, dans la maman victime, c'est vraiment, tu vas jouer le rôle de la sauveuse et tu vas donner beaucoup d'attention à ta mère parce qu'elle va être constamment dans le déversement émotionnel et à se plaindre, etc. Tu as parlé de la maman qui a besoin d'être maternée. C'est un autre type de maman, mais c'est souvent, enfin, en fait, c'est des types... pour la pédagogie, mais souvent les mères vont combiner plusieurs profils. Donc la maman qui a besoin d'être maternée, donc qui réclame, encore une fois tout ça c'est souvent inconscient, qui réclame inconsciemment à sa fille l'amour maternel dont elle a été privée, dont elle a manqué. Ensuite il y a la maman étouffante. Donc là le message c'est t'es ma raison de vivre. Et ça c'est souvent perverse, et c'était intéressant ce que tu disais dans l'intro, parce que tu disais avec les pères, c'est un peu plus facile, c'est plus visible et nommable, parce qu'en fait, c'est souvent c'est père absent ou père violent, et donc c'est plus facile à identifier, et puis surtout il y a moins de culpabilité, alors que des mamans, par exemple victimes, tu te dis la pauvre, et maman étouffante, tu te dis elle m'aime juste trop, et donc en fait dans la relation mère-fille, c'est beaucoup plus des blessures qui se font dans l'amour, et donc c'est beaucoup plus difficile à identifier, c'est plus sournois. Et en plus, c'est beaucoup plus culpabilisant. Et donc, la mère étouffante, notamment, c'est celle qui va dire moi, oui, c'est juste que je t'aime trop, mais qui va m'en vouloir de trop t'aimer, quoi. En fait, non, c'est pas que tu l'aimes trop, c'est que tu l'aimes d'une manière inappropriée. Il n'y a pas de limite. Tu l'envahis, elle suffoque, en fait, la petite, genre. Et dans ses relations amoureuses, elle va confondre amour et codépendance. T'as la maman contrôlante, qui est, je pense, la plus répandue, parce qu'on vit dans une société aussi qui les incite à cette culture du contrôle, de la domination, du parent omniscient. Donc elle pense que, en fait, elle sait mieux que sa fille qui elle est, ce qu'elle ressent, ce dont elle a besoin. Donc là, ça va faire une fille qui doute complètement de son propre jugement et de ce qu'elle ressent, en fait, ce qu'on lui a toujours dit, mais c'est pas ça que tu penses, c'est ça. Ouais. C'est pas ça que tu veux, c'est ça. Il y a la maman narcissique. Narcissisme plus visible, parce que la maman victime, c'est aussi du narcissisme, mais déguisé. Parce qu'en fait, elle est tellement centrée sur son mal-être qu'elle est centrée sur elle. La maman narcissique, c'est plus celle qu'on s'imagine, en tout cas dans la typologie que j'ai faite, où elle a toujours besoin de se sentir supérieure aux autres, et du coup, elle va utiliser ses enfants comme faire-valoir. Soit parce qu'elle va utiliser sa fille pour s'attribuer ses réussites, tu vois. Genre, oui, ma fille, c'est la plus jolie, ou c'est la meilleure à l'école, ou elle s'est mariée avec je sais pas qui, tu vois, genre de trucs. Soit, souvent, quand il y a des fratries, il va y avoir un peu l'enfant chouchou et l'enfant bouc émissaire. Et l'enfant bouc émissaire, ça va être aussi un faire-valoir, finalement, mais plus dans le sens ah, mais ça va pas du tout ta déco de Noël, mais attends, mais je vais le faire, moi, tu sais, je sais faire. Ou alors, ah, ton gâteau, là, ça va pas du tout, faut prendre les recettes à moi, ton père, il les adore, ou je sais pas quoi, tu vois. Après, t'as la maman indifférente. Elle, en fait, elle est insensible aux besoins émotionnels de son enfant, et c'est juste qu'elle a pas appris à accueillir ses propres émotions. C'est un attachement évitant, dont on parlait tout à l'heure, et du coup, elle peut pas aller accueillir celle de sa fille. Là, la fille, elle apprend à être transparente, quoi, alors elle, ses émotions, ses besoins, ils sont inexistants. Et puis, t'as la maman imprévisible, qui, elle, peut passer de la maman complice, hyper attentionnée, à la maman cinglante, méchante, tu vois, en un claquement de doigts. Et ça fait souvent des filles qui sont tout le temps sur le qui-vive, parce qu'elles savent pas l'humeur à laquelle elles vont avoir droit, quoi. Donc... Et on peut avoir un melting pot de tout ça. Ouais, en général, c'est toujours un melting pot. Et puis, ça peut être aussi des comportements qui vont s'alterner en fonction des périodes de vie. Quand la fille devient adolescente ou qu'elle commence à un peu rentrer dans sa féminité, ça va déclencher la mère sur différents sujets. Donc, ça évolue au fil du temps. Et autre joyeuseté. Donc là, on a fait un peu le portrait de d'où est-ce que ça venait, tout ça. Enfin, comment est-ce qu'on se retrouvait dans des relations aussi
toxiques avec nos mères. On a parlé un petit peu des différents types de mères, leur portrait, ce que ça avait comme conséquence sur nous, comment ça peut se manifester. Et si on regarde le bout du chemin, parce que tout ça demande quand même de regarder en face pas mal de choses chez l'autre, chez sa mère, qu'on a beaucoup dirigé, chez soi aussi parfois. Si on regarde le bout du chemin, toi, quand les femmes font ce parcours-là, qu'elles arrivent à identifier qu'il y a un problème, à regarder le problème, à poser leurs limites, à poser qui elles ont envie d'être elles, à la fin du chemin, en général, il se passe quoi? Est-ce qu'elles rompent avec leur mère? Est-ce qu'elles continuent dans leur vie, déjà à court terme? Et à long terme, qu'est-ce que ça change de manière générale à leur vie? À court terme, déjà, en général, il y a un statu quo à bouleverser. Ok. Et c'est souvent un statu quo familial qui est hyper bien rodé. Chacun a son rôle, chacun a son job. Et du coup, c'est hyper déstabilisant pour toute la famille en général de bouleverser ce statu quo. Et en général, il y a toujours un peu de chaos dans quasiment toutes les situations, parce que la mère, elle comprend pas. Parce qu'elles elles vont aller parler à leur mère en général, c'est ça que tu es en train de me dire. Ouais, soit elles vont lui parler, en fait, elles vont poser des limites. C'est vraiment la première étape. Et soit elles vont les justifier et essayer de les expliquer, etc. Soit elles ont une mère qui, plus tu justifies et plus, en fait, tu rentres dans une conversation qui n'est pas du tout productive ou qui est juste de la manipulation. Et dans ce cas-là, la meilleure stratégie pour elles, ça va être de poser une limite et de ne pas justifier. Ça va être « je ne suis pas disponible dimanche ». Ça va pas être « je ne suis pas disponible dimanche, j'ai besoin d'avoir un peu du temps pour moi ». Tu vois. Et donc, en général, il y a toujours une période un peu chaotique. Parce que ça dépend de comment la mère va réagir à cette limite, en fait. Donc, première étape, en général, ce qui se passe après, c'est que tu sais poser tes limites et dépend des situations de comment va vivre la mère. Ouais. Et après, il y a un peu deux scénarios, c'est ça. C'est soit tu as la maman qui, après une certaine période on se rééquilibre, peut-être des conflits et tout, finalement, l'émancipation de sa fille, ça va un peu la... Il y a cet effet miroir aussi de « ah elle se permet ça, peut-être que moi aussi je vais me permettre ça » et finalement c'est pas si mal et finalement ça permet d'avoir une relation plus authentique et plus honnête et finalement ça donne lieu à des relations mère-fille qui sont beaucoup plus épanouissantes des deux côtés, beaucoup plus vraies. Et puis parfois tu as des mamans qui sont vraiment trop dans leur vieux schéma et qui vont jamais accepter et soit ça va créer une relation avec beaucoup de distance, soit ça va vraiment demander de couper les ponts d'une manière peut-être définitive ou pas. Une relation saine, ça se construit à deux, donc tu peux pas prévoir. Et y compris quand elles coupent les ponts avec leur mère ou quand elles arrivent à une relation saine, qu'est-ce que ça change? Tu parlais tout à l'heure de relations amoureuses, tu parlais de relations avec leurs propres enfants. Qu'est-ce que ça change sur les autres pans de leur vie et de leurs relations? Ouais. Tu sais enfin c'est quoi tes besoins, tu sais enfin lire tes émotions et comprendre du coup dans quelle situation t'es bien et dans quelle situation t'es pas bien, parce que la relation qu'on a avec notre mère, en tout cas les relations toxiques dont je parle, c'est un peu comme la société patriarcale, ça te pousse toujours à penser que s'il y a des émotions inconfortables qui surgissent, c'est qu'il y a un truc qui cloche chez toi et pas dans la situation. Et là, vraiment, si tu arrives à être capable dans ta relation avec ta mère de te dire « c'est peut-être pas moi le problème », et d'où le titre du livre assez provocateur, tu vois, mais c'est parce que je voulais interpeller les filles qui se disent toujours « c'est quoi mon problème ? Je trouve pas de mec, je me sens pas bien dans mon taf, je suis pas la fille que ma mère aimerait, c'est quoi mon problème ?» Et là, à un moment, se dire « ah mais c'est peut-être la situation le problème », ça fonctionne dans tous les domaines. Dans ton boulot, tu vas te dire « en fait… je me sens pas reconnue parce que j'ai pas le salaire que je veux, donc tu vas négocier un salaire et tu vas te rendre compte que en fait tu vas l'avoir ta promotion la plupart du temps parce que finalement c'est juste que tu demandais pas dans beaucoup de situations en tout cas. Dans les relations amoureuses, tu vas arrêter d'attirer des personnes qui ont besoin soit d'être sauvées, qui ont besoin de te contrôler, enfin un peu de rejouer les mêmes dynamiques. Et puis ça va te permettre de, en fait, une fois que tu as compris que tu pouvais plus, parce qu'il y a tout un travail aussi de deuil, d'accepter que ta mère, même si vous avez une bien meilleure relation grâce à tout ça à la fin, dans le meilleur scénario, c'est plus son job d'être ta maman et de répondre à tes besoins émotionnels. Donc, il faut que tu deviennes ta propre maman. Et ça, en fait, ça a des super conséquences sur... tu vois, tu t'encourages toi-même, tu t'encourages à explorer plus de choses, que ce soit dans tes relations, dans ton travail, dans l'entrepreneuriat.
Et en fait, tu deviens ton meilleur supporter. Donc, Non, justement, cette notion d'être sa propre maman, parce que quand on a assaini cette relation, parfois on va la rompre, parfois pas, mais tu parles beaucoup d'être sa propre maman, ça se manifeste comment? Tu me dis que tu te supportes intérieurement, mais ouais. ouais, ça paraît conceptuel. Ouais. En fait, c'est prendre soin de toi, genre physiquement et émotionnellement, comme une maman bienveillante prendrait soin de son enfant. Alors déjà, c'est reconnecter avec sa petite fille intérieure pour comprendre quels sont ses besoins et pour pouvoir la materner ensuite. Et c'est autant des actes de tendresse. Par exemple, tu vas te dire, ok, non, mais cette semaine, je vais prendre soin de moi et je sais pas, ça va être quoi? J'ai mangé n'importe quoi la semaine dernière. Là, je vais faire du batch cooking ou je sais pas quoi, ou je vais payer des gens, j'en sais rien. Mais je fais en sorte que cette semaine, je m'alimente correctement, ça va faire du bien à mon énergie. Ou je vais annuler ce rendez-vous qui m'emmerde. C'est ça. Et c'est le deuxième truc que j'allais dire, c'est que c'est des actes d'amour et de tendresse, et c'est des actes de fermeté aussi, et de limite envers toi-même et envers les autres. Ouais. C'est ça aussi, être sa propre maman, tu vois. C'est dire, non mais là, tu vas te coucher, meuf. Enfin, genre, c'est bon, demain, tu seras pas bien sinon. Et c'est aussi des limites aux gens, et dire, là, en fait, non, j'ai pas envie. Ouais, c'est se parler. Je trouve que si j'étends un petit peu cette pensée, c'est se parler correctement et se parler avec amour. Et je pense que parmi les personnes, les femmes notamment entrepreneuses, mais de manière générale, on est éduqué à se parler très mal, que si on n'y arrive pas, c'est de notre faute, que si on a la flemme, c'est forcément que en fait on est fainéante, et pas juste qu'on est fatigué. Et ta mère te dirait, et c'est le principe de Become Your Mama, ta mère, enfin ta mère, la bonne version de ta mère, disons-nous, en tout cas de la mère que tu aimerais être pour toi-même, c'est ok, en fait t'es fatiguée, juste reporte ce rendez-vous. Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que ça change vraiment la face du monde de changer ce rendez-vous? Non. Donc repose-toi à la place et autorise-toi aussi à faire des choses qui sont pas de la performance, mais qui sont aussi du maternage. Et je pense qu'on nous encourage beaucoup à dire comment tu peux faire plus, comment tu peux faire mieux, comment tu peux être une meilleure mère, comment tu peux être une meilleure fille, comment tu peux être une meilleure entrepreneuse, comment tu peux être une meilleure tout, mais jamais... Et du coup, je trouve que cette dynamique, elle est ancrée, là on parle de la relation mère-fille, mais elle est ancrée aussi dans le faire toujours plus. Là où finalement une mère, une bonne mère, elle te demande pas de faire toujours plus. D'ailleurs, elle te demande pas de faire, elle te demande d'être. Je trouve que c'est aussi la dynamique de se dire, fais pas forcément, juste ne fais pas et repose-toi et prends soin de toi, quoi. Ouais. Mais sur le fait de mal se parler, il y a une image que j'aime bien quand on me demande pourquoi la relation mère-fille, elle est plus conflictuelle que la relation mère-fils ou père-fille, en règle générale. Enfin, pourquoi est-ce que c'est autant tendu dans cette relation? Et j'explique souvent qu'en fait, il y a un effet miroir. La mère voit dans sa fille un reflet d'elle-même, et on est dans une société qui nous a appris à, quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis quoi? Tu te dis, je suis trop vieille, je suis pas belle, j'ai l'air fatiguée, machin, je suis pas assez bien sur moi. Et donc en fait, ce self-talk, cette façon de mal se parler, on nous l'apprend dans notre société, on nous conditionne à ça envers nous-mêmes, et quand on devient maman et qu'on voit le reflet de nous dans notre fille, on a malheureusement aussi cette tendance à vouloir critiquer et à vouloir apprendre comment s'intégrer à une société patriarcale. Et en gros, c'est se faire toute petite et puis répondre à tous les dictats, et puis surtout accepter les miettes, quoi. Donc ouais, c'est hyper intéressant de se dire qu'en fait on parle à notre fille, notre mère nous parle, et on lui parle d'ailleurs comme on se parlerait à notre propre reflet. Complètement. Ouais. Et que finalement cette relation, elle est aussi le reflet de comment on se traite. Oui. Ouais, c'est quoi le lien entre ce que la société patriarcale enseigne aux femmes d'elles-mêmes et ce que ces femmes enseignent à leurs filles après? En fait, tout simplement, les mères, elles ont envie, pour intégrer leurs filles et pour les protéger d'un système patriarcal, elles leur apprennent les codes de survie dans notre société. Et le problème de ça, c'est que même si c'est fait avec une bonne intention, en fait, elles préparent leurs filles à se soumettre au système patriarcal plutôt que les préparer à le transformer, en fait. Ouais. T'as des exemples de ça? Par exemple, de phrases? Ça va être des attitudes sexistes dont elles ne se rendent même pas compte. Par exemple, quand elles vont critiquer l'apparence de leur fille beaucoup plus que de leur fils. En fait, c'est toujours dans le but soit de le protéger du regard des hommes, soit de l'intégrer en mode il faut mieux être mince dans notre société. Sauf que du coup, la fille, elle s'habitue
à ce que les autres se permettent de valider ou non son corps. Et puis ça va être les phrases du genre non mais sois pas trop ambitieuse, les hommes aiment pas ça, ou non mais faut être conciliante, non mais ton frère c'est un garçon, c'est pas pareil. Et puis c'est aussi, c'est pas que le dialogue, enfin le discours que tu as envers ta fille, c'est aussi le discours que tu as envers toi-même. Donc quand tu vois ta mère dire bah oh non mais là je suis pas bien, mais non mais je suis pas présentable, mais non mais là je suis trop cernée, j'ai trop vieilli, j'ai trop de rides, machin. Et c'est aussi comment ta mère va parler des autres femmes. Ah non mais elle vraiment, mais elle est égoïste, elle a quitté son mec alors qu'elle a 2 enfants, tu sais, ça se trouve son mec il battait tout le monde, on n'en sait rien, mais et donc tous ces discours ça t'inculque vraiment c'est quoi les normes et les attentes de la société autour du rôle de la femme. Et c'est pas joli. Donc ouais, il y a une phrase que tu dis dans ton livre qui est très juste, qui est en fait c'est les mères qui transmettent le patriarcat, qui enseignent le patriarcat à leurs filles. Ouais. Et quand j'ai lu cette phrase, j'ai pris une claque, parce qu'il est vrai que, alors mon père n'a pas été présent, donc c'est vrai qu'il m'a pas transmis grand-chose, Ouais. mais quand bien même, dans ma représentation de ce qu'est une relation avec mon père et avec ma mère, je vois bien que lui m'enseignerait peut-être moyennement les codes du patriarcat, mais ma mère, par contre, Ouais. à fond, tu Bah vois, ouais, parce que à fond de ce que c'est les qu'être femmes qui doivent absolument apprendre le système pour y survivre, Ouais, beaucoup c'est plus que ça. les hommes. Donc finalement, les femmes connaissent mieux le système patriarcal que les hommes, je pense. Oui, parce qu'elles s'y conforment beaucoup Ouais. plus. Et justement, qu'est-ce qui se passe quand on refuse le patriarcat dans la relation mère-fille? Quand nous, en fait, on va venir renverser ce système, on va dire, bah non, tu vois, maman, tu m'as enseigné à être mince, à prendre soin de moi, à faire ci, à faire ça. Mais non, parce que ça, tu vois, en fait, c'est pas féministe, c'est cautionner un système de domination Ouais. avec lequel je suis pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe quand la fille vient retourner le patriarcat devant sa mère? Ouais. Bah, en général, c'est difficile à accepter pour la mère parce Ouais. que la mère, déjà, il y a la peur un peu de « Ouh là là, tu vas pas être intégrée, tu vas même pas recevoir les miettes ». Genre, c'est dangereux. Il y a ce conditionnement qu'on a de notre survie dépend de si on est accepté dans ce système. Donc, pour la mère, en général, bah, tu te conformes et t'obéis pour être acceptée. Donc, déjà, il peut y avoir un peu cette peur pour son enfant. Et puis après, si vraiment il y a un peu une prise de conscience, il y a un peu le côté « Mais merde, j'ai 60 ans et en fait, je me fais chier depuis des années à m'adapter à ce système et je savais pas qu'il y avait une autre voie. » Et parfois, c'est trop d'effondrement psychologique, quoi, de se dire en fait, ma fille, elle se permet ce que moi, j'ai jamais osé me permettre. Et ça peut être hyper déclenchant pour la maman. Il y en a où ça va vraiment être une grosse prise de conscience et c'est génial. Après, mère et fille, elles vont être ensemble et elles vont évoluer ensemble dans ce système et s'épauler pour justement briser ces schémas. Mais il y a aussi des mamans, elles ont trop bossé en fait pendant des années pour d'un coup se dire ça servait à rien, j'aurais peut-être pu faire différemment, quoi. Et c'est valable aussi pour les mères qui disent à leurs filles de pas entreprendre. Enfin, il y a beaucoup d'entrepreneuses qui nous écoutent, mais tu vois, il y a cette idée de «Ah, moi je l'ai pas fait et j'ai peur que tu le fasses, j'ai peur de ce que tu vas Ouais. enfin je veux te protéger» Ouais. et ou «Mais comment ça, il y a pas de règles en fait? Comment ça tu vas dépasser les règles? Comment ça tu vas recréer de nouvelles règles pour toi?» et Bah ouais, c'est tout son sentiment de sécurité qui oui, s'effondre, ouais, enfin, toutes ces exactement. certitudes. C'est exactement Et les ça. certitudes en tant qu'être humain, c'est ce qui nous donne un sentiment de sécurité, un sentiment d'identité, qui nous donne notre place dans le monde, donc c'est hyper important. Mais je voulais revenir sur un point que tu me demandais tout à l'heure, comment est-ce que les valeurs patriarcales se transmettent de mère en fille. Il y a aussi le côté je suis ta mère, donc tu fais ce que je te dis. Ça, c'est aussi un mode de fonctionnement en fait, qui reproduit notre société, dans le sens où c'est un mode de fonctionnement qui est oppressant, contrôlant, inégalitaire, où voilà, du coup, il y a pas de... La consigne, c'est tu te soumets à l'autorité sans la remettre en question, et il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de prise en compte des individualités. C'est, voilà, je suis ta mère, donc tu fais ce que je te dis, et c'est encore une façon de sacraliser les symboles d'autorité, et ça, c'est nécessaire pour que le patriarcat perdure, tu vois. Que ce soit la famille, c'est un lieu d'exercice du pouvoir tout autant que l'État, l'école,
l'entreprise, les Je religions, décide de les règles. médias. Ouais, exactement. Je décide de règles et tu les appliques. Et donc, tu n'as pas voix au chapitre. Je suis ta mère, tu n'as pas voix au chapitre. Et d'ailleurs, tu n'es pas mon égal, tu es une sous. Ouais. Tu es une sous-moi, tu es en dessous de moi. Et donc, je décide des règles et tu les appliques. Et donc, encore une fois, ces relations de domination Hiérarchie. hiérarchiques, etc., qui vont en fait être des mécanismes qu'on va ancrer après d'obéissance. Et puis, oui, c'est ça. Et puis, on te fait croire que si tu n'obéis pas, tu n'es pas respectueuse. Exactement. Et c'est vraiment, ça, c'est vraiment, mais alors là, le mensonge, quoi, que, en fait, respecter ses parents, ce serait refouler ses émotions, passer les choses sous silence, sauver les apparences, alors que le vrai respect, si on était dans une société émotionnellement mature, ce serait d'être authentique, de s'exprimer, d'être honnête. Et c'est pas du tout ce qu'on est incité à faire quand on nous dit mais respecte tes parents, quoi. Et après, ça conditionne aussi notre rapport au travail qui est si je fais bien tout comme il faut, alors j'aurai une augmentation. Et le nombre de copines et de femmes autour de moi qui, dans l'environnement professionnel, se disent bah, ok, oui, je vais faire tout ce qu'on demande de moi et je vais mettre mes besoins de côté pour assouvir les demandes que je peux avoir du monde professionnel et j'aurai des bons points et ça viendra tout seul. Non, pire stratégie. Et ben, c'est ça. Et en fait, elles se rendent compte aussi, mais tout ça, ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire que tout ça, en fait, est un conditionnement depuis que tu es petite. En fait, on te dit, bah oui, fais, mets tes besoins de côté. Et d'ailleurs, c'est comme ça que tu réussiras. Et c'est comme ça que tu obtiendras ce que tu veux, qui est probablement un des plus gros mensonges Ouais. de notre société, qui est obéi et ça se passerait bien. Et quand on voit les gens qui obtiennent les femmes et les hommes d'ailleurs, mais notamment les femmes qui obtiennent souvent ce qu'elles veulent, c'est parce qu'elles ont désobéi à un moment ou à un autre et qu'elles ont mis en avant leurs besoins. Donc je trouve ça c'est un super conseil, même, tu vois, je trouve qu'il se projette dans le monde pro et qu'il y a une vraie... en fait, ce qui s'apprend dans l'intime, en fait, vient se projeter sur celles qui vont pas demander des augmentations, mais qui vont pas oser augmenter leur prix, qui vont pas oser publier, tu vois, qui vont sortir des rangs, qui vont peut-être dénoncer des choses. Enfin, tu vois, c'est cette notion de sortir du rang et de renverser l'ordre quelque part. La dernière question que j'aimerais te poser avant qu'on clôture, parmi les femmes qui nous écoutent, il y a des filles, mais il y a aussi des mères. Et comment est-ce qu'on peut justement ne pas reproduire ce qu'on a vécu de la relation avec nos mères? Comment on peut être la personne qui va rompre la chaîne? Parce que probablement que si notre mère est comme ça, c'est qu'elle-même l'a hérité de sa mère. On a parlé du système de la société, mais il y a aussi le système de la filiation. Et comment est-ce que nous, on peut ne pas faire pareil? Comment est-ce qu'on peut être mieux, une meilleure maman? Bah, en fait, c'est quand même ça part beaucoup, les dynamiques toxiques dont je te parlais tout à l'heure. La maman victime, la maman qui a besoin d'être maternée, et cetera, c'est juste des stratégies pour répondre à leurs besoins inassouvis. Donc, en fait, la première chose, le premier truc que tu peux faire pour éviter de reproduire ce genre de dynamique, c'est être sûr que tu réponds le plus possible à tes besoins. Parce que si tu as des besoins inassouvis et inconscients, alors là, c'est la cata. Si tu n'en as pas conscience en plus de ne pas les satisfaire, parce que parfois, tu as des besoins dont tu as conscience, mais ouais, tu as plein de choses à faire. Donc. Ouais. Mais là, le pire, c'est quand on n'a pas conscience et qu'ils sont insatisfaits et que tu les laisses se balader dans ton inconscient. Bah là, nécessairement, tu vas projeter inconsciemment, tu vas demander à tes enfants de répondre à ces besoins. Même si c'est pas intentionnel, hein, c'est inévitable. Donc, premier conseil, ce serait vraiment d'aller écouter sa petite fille intérieure et de répondre à ses besoins pour être le mieux dans ses baskets et être bien en tant que femme, quoi, en tant qu'être humain. T'as un mini-exercice pour ça? Bah, je sais pas, tu peux te poser à la fin de ta journée et te dire ok, c'est quoi les moments où j'ai été inconfortable ou frustrée ou pas bien? Ok, ça veut dire quoi? C'était quoi le besoin qui était pas satisfait à ce moment-là? Qu'est-ce qui m'a déclenché et comment je peux faire pour avoir une vie, une journée où je suis mieux dans mes baskets, quoi. Ok, donc exercice ce soir pour celles qui nous écoutent à la fin de la journée. Tout simplement refaire le fil de la journée, c'est ça, et noter les petites fois où finalement il y a un petit inconfort, ou même si c'est un petit grain de sable, quoi, quand même le noter, faire cette liste, et à côté, essayer de comprendre le besoin qui va derrière ça. Et trouver des solutions, et surtout dans les solutions, c'est pas dire aujourd'hui j'étais frustrée parce que j'étais trop stressée, parce que j'avais trop de trucs à faire, j'étais en retard, la prochaine fois il faut que je sois encore plus productive. Non. Trouve des solutions où tu demandes de l'aide aux autres et où tu t'acceptes le soutien et où tu trouves des solutions où tu es aidé, en fait, tu es soutenu. Donc ça, je dirais que c'est la première chose. La deuxième chose, pour moi, le truc le plus important, c'est de maintenir le dialogue avec ton enfant. En fait, que ton enfant n'ait jamais peur de venir te parler.
Et souvent, quand on dit ça, on s'imagine qu'un enfant a peur de parler à ses parents quand il a des parents très stricts ou très durs. En fait, quand tu as une maman qui a besoin d'être maternée ou une maman victime qui, du coup, est un peu fragile émotionnellement, mais t'oses pas non plus lui dire tes besoins ou tes limites parce que tu as l'impression que tu vas la briser émotionnellement. Donc, voilà, faire en sorte que ton enfant puisse toujours venir vers toi et te dire ce qu'il ressent. Et puis accepter qu'il n'y a pas de maman parfaite, il n'y a pas d'enfance parfaite et que c'est pas nécessaire d'avoir une enfance parfaite pour avoir une belle vie d'adulte, en fait. Juste lâcher un peu prise et se réorienter sur soi et son bien-être. Déjà, c'est énorme le service que tu rends à ton enfant s'il n'a pas cette charge de se dire qu'est-ce que je fais pour que maman elle soit pas malheureuse, quoi. Merci beaucoup, Clémence, parce que je trouve que rien que le fait de se poser ces questions, tu brises déjà une certaine chaîne parce que probablement que ta mère et que ta grand-mère n'ont pas eu la chance de se poser ces questions-là. Et rien que de se poser ces questions, je trouve que c'est déjà une énorme avancée. On arrive à la fin de cette interview. Merci d'avoir pris du temps. Je vais t'offrir trop vite. l'objet. Je vais t'offrir l'objet spécial d'Yvon des patronnes, qui est un objet. C'est marrant que tu parles de faire le retour sur sa journée, parce que c'est un objet avec lequel je commence ma journée. Donc je fais 3 pages manuscrites où j'écoute mes pensées dessus. Donc je note 3 pages comme ça. Ça c'est le matin. Après je vais mettre mes to-do dessus. Parfois je vais crayonner, je vais faire des petits dessins. Et le soir, je vais mettre qu'est-ce qui m'a frustrée. Parce que j'ai beaucoup de mal à écouter mon curseur intérieur. Moi, c'est comme si, en fait, à l'intérieur de moi, tu vois, c'était très difficile pour moi de savoir si c'était positif ou négatif. Et donc, faire l'exercice, et l'exercice dont tu parles, là, je le fais tous les soirs. Ah, mais énorme. Parce que c'est dur pour moi d'écouter. J'ai tellement l'habitude de dépasser mes limites que c'est très dur pour moi de les identifier. Et parfois, je peux même, pendant très longtemps, faire des choses. Ouais, t'es un pilote automatique. Alors que ces choses me coûtent, tu vois. C'est très étrange. Et il y a des gens qui arrivent très bien à savoir s'ils aiment ou ils n'aiment pas. Moi, j'ai cette difficulté-là. Et donc, le soir, je fais une rétrospective de ma journée sur mon carnet. Et je me dis, bon, alors là, j'ai aimé, là, j'ai pas aimé. Et donc, je mets des cœurs ou des moins. Et ça me permet d'avoir un curseur pour, de dialogue avec moi-même et de dialogue avec mon énergie interne. Donc, un dialogue avec, OK, si on essaie de ne pas toujours se dépasser et dépasser ses limites, est-ce que là, c'est plutôt rouge, est-ce que c'est plutôt vert ? Et comme ça, de fil en aiguille, essayer d'écarter les choses qui sont rouges. Parce que sinon, je ne me rends pas compte, en fait. Et c'est comme ça que moi, personnellement, je suis passée... une vie. Ouais, complètement. Et puis, c'est comme ça que tu peux faire des burn-out aussi. Enfin, tu vois, je veux dire, à force de dépasser des limites parce que c'est... Enfin, voilà. Donc, en tout cas, j'appelle ça, c'est un peu mon oreille et mon lien de connexion avec moi-même. C'est mon objet de connexion avec moi-même qui me rassure, qui me fait du bien, que j'ai tout le temps dans mon sac. Et cet objet, c'est un carnet que je tiens à Mais je suis trop contente, arrête, j'adore les petits cadeaux. Oui. Trop chouette. Petit carnet. En plus, en disant l'exercice, je me disais, ça fait longtemps moi aussi que je l'ai pas fait cet exercice, genre, il va falloir que je m'y remette. Moi, je fais ça ce soir. Je fais ça tous les jours sur mon carnet. Je le fais systématiquement et tous les soirs, je fais un débrief de ma journée. Voilà, qu'est-ce qui m'a apporté de l'énergie, qu'est-ce qui m'a coûté. T'arrives à t'y tenir tous les jours ? J'ai 2 carnets, j'en ai un à côté de mon lit. Ouais, bien. Et je trouve que ce qui est difficile, c'est quand tu dois transporter ton carnet et tu l'as toujours oublié chez toi, tu l'as oublié au travail, tu l'as oublié dans ton sac. Et donc, j'essaye pas forcément d'avoir un carnet et de tout mettre dedans, mais j'essaye plutôt de réfléchir en fonction des lieux. Dispo au moment. Ouais. Et donc, j'ai un carnet à côté de ma table à côté de ma table de nuit. J'ai un carnet à côté de mon ordinateur et j'ai un carnet dans mon sac tout le temps. J'adore. Et je note des choses qui sont... C'est bon type, ça. Du coup, à des endroits un peu éparses, mais le plus important, c'est juste d'avoir le carnet au bon moment, de l'écrire. Et je peux passer parfois 30 minutes, 45 minutes à faire mes débriefs, quoi. Trop bien. Voilà, tous les matins et tous les soirs. C'est comme ça que je communique avec moi-même, parce que j'ai l'impression que ma voix intérieure, j'ai passé tellement de temps dans ma vie à la faire petite, à faire en sorte qu'elle ne soit pas entendue, que c'est très dur pour moi juste de savoir, au-delà de mettre des barrières parce que je n'ai pas forcément l'impression d'être quelqu'un qui ne met pas en avant ses besoins. Enfin, j'ai besoin d'un truc, je le dis, mais c'est juste que... tu ne les ressens même pas, en fait. Je ne les ressens pas, exactement. L'amplitude de ce que je ressens, elle est très faible, et donc je dois vraiment faire le silence autour de moi pour entendre, et le carnet me sert à ça. Merci. Merci Clémence. On te retrouve où ? Sur Instagram, Become Your Own Mama. Become, B-E-C-O-M-E, Your Own, O-W-N, Mama. Ouais, ou Clémence Biel, si vous préférez. Ou Clémence Biel, qui vous devrez me retrouver aussi. Pour les non-anglophones, de toute façon, on mettra ces liens en description.
Et de notre côté, je vous dis à la prochaine sur le Divan des Patronnes. N'oubliez pas, si vous avez apprécié cet épisode, mettez un commentaire juste pour me dire que vous êtes allé à la fin de cet épisode déjà. Et en plus, parce que c'est ça qui me donne de l'énergie, l'envie de continuer, de recevoir des personnes encore plus incroyables. Et si vous partagez l'épisode, ça me permet de faire connaître le podcast et surtout d'inviter des invités encore plus incroyables à chaque fois. Donc, partagez cet épisode à toutes les personnes qui s'interrogent sur les liens avec leur mère, avec leur fille. Et de mon côté, je vous dis à la prochaine dans le Divan des Patronnes. Si tu as aimé cet épisode du Divan des Patronnes, il y a 2 choses très importantes que tu peux faire. Abonne-toi à la newsletter pour avoir les bonus de chaque épisode, accéder à la communauté du Divan des Patronnes et être informé des prochaines sorties. Le lien est en description. La deuxième chose que tu peux faire si tu veux vraiment m'aider dans le lancement de ce projet, c'est de laisser 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et surtout de me dire ce que tu as aimé dans l'épisode. C'est ce qui me permet de te proposer le meilleur contenu à chaque fois. Et quand j'ai un petit coup de mou, je relis ces commentaires pour me donner de la force. Alors, merci pour ton écoute et à très vite.